Hello, j'espère que vous allez tous bien. J'ouvre un nouveau vlog parce que je viens de recevoir un colis et que je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'ouvrir avec vous. Je sais ce que c'est, enfin j'ai une petite idée de ce que c'est, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça fait très mystérieux tout ça. En fait, je vous avais dit dans le précédent vlog du coup que j'étais abonnée aux éditions Hetzel. Non, la collection Hetzel des livres Jules Verne. Et donc j'ai reçu la suite, je pense. J'avais complètement oublié que je devais la recevoir, du coup ça a été la grande surprise aujourd'hui. Et du coup on a donc 2 livres encore une fois. Donc la dernière fois c'était Voyage en ballon. Et j'ai déjà oublié. Bon, ils sont là-haut mais je suis trop petite pour les voir. Mais il y avait Voyage en ballon et un autre dont je ne me rappelle pas. Alors du coup on a Autour de la Lune, que je n'ai jamais lu, qui est vraiment magnifique, qui est tout vert avec des dorures. J'essaie de montrer mais je sais pas si vous voyez. Donc comme je disais, Autour de la Lune, je ne l'ai pas jamais lu, mais j'en ai entendu parler quoi. Mais du coup, je suis très contente de pouvoir le lire. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que je m'attendais à ce qu'ils soient tous de la même couleur en fait, mais non, pas du tout. Parce que du coup, on a aussi Michel Strogoff. Ça, pour le coup, je connais pas du tout. Michel Strogoff, courrier du tsar de Russe Alexandre II. Traverse la steppe russe de Moscou à Irkoutsk. Il a pour mission d'avertir le frère du tsar, le grand-duc, de l'invasion imminente de la Sibérie par les hordes de Tartares menées par le traître Ivan Ogarev. Au cours de ce long périple, je rencontrera la belle Nadia et les journalistes Blount et Jolivet avec lesquels il affrontera d'innombrables dangers. Bah écoutez, c'est une découverte pour moi, donc je vous le montre. D'autant plus contente de pouvoir le lire du coup. Je viens de voir que c'est marqué derrière que la collection en fait est présentée par Jean Verne, qui est donc l'arrière-petit-fils de Jules Verne. C'est anecdote, mais je trouve anecdote sympa. À mon avis, vous êtes ravis de le savoir. Oui, et donc je disais, si on regarde les cotes, c'est pas du tout les mêmes. Donc je trouve ça un peu dommage. En fait, ils ont préféré faire une cote avec comme thématique le livre en lui-même, plutôt qu'une cote générale, en fait. Enfin, si vous regardez même le tampon avec marqué collection Hetzel en bas, il est même pas de la même taille. Enfin, un peu déçue pour ça. Mais bon, enfin, ça en reste quand même des très beaux ouvrages. Et donc, enfin, je suis quand même contente de les avoir. Hein. Je suis pas du tout en train de me plaindre, mais... Je vais profiter de ce vlog aussi pour vous parler de 2 livres dont j'ai absolument jamais parlé sur YouTube. Je me suis rendu compte que... Enfin, j'en ai parlé pendant les hauls. Mais je vous ai jamais fait d'update lecture, en fait, pour vous dire ce que j'en avais pensé. Du coup, je vais parler déjà de la fabuleuse histoire des 5 orphelins inadoptables de Anna Touk, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pour rappel, en fait, on débute l'histoire dans un orphelinat où en fait il y a des règles scrupuleuses, 3 règles il me semble, pour abandonner un enfant et le laisser à l'orphelinat. Je crois que il faut les laisser sur la première marche. Il faut qu'ils soient dans un panier où il faut qu'ils aient une couverture, enfin des règles basiques en fait, mais qui sont scrupuleusement respectées, aucun souci, mis à part pour ces 5 enfants-là. Et ce qui va se passer, c'est que ces 5 enfants, ils vont être assez peu ordinaires, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a 6 doigts par exemple, l'autre qui a de grandes oreilles, et donc en plus d'avoir chacun une particularité, ils vont être absolument impossibles à caser dans une famille. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment qu'ils ne veulent pas être adoptés. Donc ils font tout pour ruiner leur chance et clairement ça marche. Au grand désespoir du coup de la tenancière en fait la tenancière de l'orphelinat. Et celle-ci va en avoir marre en fait et va conclure un deal avec un marchand, quelqu'un de pas clair, qui en fait va accepter de les prendre tous les 5 sur son bateau, mais clairement n'a pas de bonnes intentions derrière, quoi. Clairement son intention c'est de les exploiter et puis c'est de la chair à canon quoi. Donc
les enfants vont décider du coup de s'enfuir de l'orphelinat. Donc les enfants vont réussir à s'enfuir et donc on va voir comment ils réussissent à survivre après tout ça. Donc clairement c'est vraiment ultra bien écrit, ça se lit tout seul. Les enfants sont ultra attachants aussi, enfin, on n'a qu'une envie, c'est de les voir être heureux. Ça m'a beaucoup rappelé les orphelins Baudelaire, c'est-à-dire qu'on a pareil des orphelins ultra débrouillards, enfin ils ont des ressources, on demande d'où ils sortent ça et clairement c'est des survivants. Et puis bon, il aura quand même pas mal de malheurs, ce qui rappelle encore une fois les orphelins Baudelaire, même si je pense que les orphelins Baudelaire c'est un level au-dessus quand même niveau malheur. Le point qui m'a un peu dérangée, c'est que du coup l'histoire est basée sur le passé d'un enfant en particulier. Et à la fin, on nous parle un peu du passé d'un autre enfant en disant qu'il va peut-être essayer d'en savoir un peu plus sur qui sont ses vrais parents, pourquoi ils l'ont abandonné, etc. Mais les histoires des 3 autres, on nous en parle un peu au début parce que du coup, comme je disais, ils ont tous en fait... Une des règles veut qu'on laisse dans un coffin particulier sur les marges de l'orphelinat et donc ils sont arrivés chacun avec un coffin particulier. Et donc quand on nous présente les enfants, on nous explique du coup exactement ce que sont ces coffins et donc on s'attend à dire peut-être que c'est un indice pour retrouver les parents. Mais c'est tout. En fait, pour les 3 enfants qui ne sont pas du coup... je veux dire les personnages principaux, mais c'est pas l'idée, mais que, en gros, les 3 dont on ne sait pas le passé, c'est comme s'ils ne cherchaient pas du tout à savoir et qu'ils s'en fichaient. Et ça m'a un tout petit peu dérangé. Je pense qu'on aurait peut-être pu exploiter un peu plus le passé de ces enfants-là. Mais encore une fois, c'est mon point de vue à moi, et ça reste quand même un très très bon livre. Hein. Par contre, très très orienté jeunesse, hein, comme je disais, il se lit très rapidement, il est très très facile à lire. Pour les ados, c'est parfait. J'essaie de vous montrer parce qu'il y a quand même des illustrations dedans qui sont sympas. Non, j'arrive pas. Mais voilà. Hop. Au début de chaque chapitre, on a du coup une petite illustration qui rend encore le truc encore plus sympa à lire. Donc clairement, je le conseille si vous cherchez un truc simple à lire. Et du coup, le dernier livre dont je voulais vous parler avant de pouvoir enfin aller me reposer est The Bonne Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc on parle du premier tome parce que c'est le seul qui est sorti encore aux éditions de Saxus, du coup en espérant qu'ils sortent les autres. Alors pour refaire le résumé, on est en 2050 dans la ville de Scipio, Londres. Scipio, Londres. J'y étais presque. De Sion, Londres, où en fait... Et donc le dernier livre dont je voulais vous parler avant de pouvoir aller me reposer est The Bonne Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc c'est le premier tome parce que évidemment le reste n'est pas encore sorti et on espère qu'ils le feront. Du coup pour rappeler le résumé, on est en 2050 dans la ville de Sion, Londres, c'est dur à dire. Donc clairement dans une ville futuriste où par contre qui est dans un monde totalitaire et dangereux. C'est-à-dire que l'organisation qui gère la ville en fait applique ses règles et pas moyen d'échapper quoi. Et une de ces règles est que les clairvoyants sont interdits. Alors les clairvoyants, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui ont un don qui est de pouvoir communiquer avec les esprits, les auras des gens. Donc PLG est une marche-rêve, c'est-à-dire qu'elle peut pénétrer dans l'esprit des gens et voir ce qu'il s'y passe. Donc pour ne pas se faire choper, évidemment, elle fait ça dans la clandestinité ou elle le fait dans les souterrains. Et donc elle va travailler pour un cartel, etc. Et jusqu'au jour où elle va être arrêtée tout simplement et donc envoyée en tant que prisonnière dans l'ancien territoire d'Oxford.
Par contre, ce que la ville ne sait pas, c'est que dans cet ancien territoire d'Oxford, ce n'est pas une prison, en fait. Enfin, si. Mais en fait, la particularité, c'est que ce territoire-là est habité par une race extraterrestre, qui sont donc les Rephaim, qui exploitent en fait ces clairvoyants-là pour leur société. Et donc, elle va se retrouver au service d'un Rephaim, mais pas n'importe lequel, puisqu'elle va se retrouver au service du gouverneur. Donc, quelqu'un d'assez important. Donc du coup, elle va être amenée à développer ses dons pour pouvoir le servir et qu'il soit content pour rester en vie en fait. Et à côté de ça, il faut qu'elle trouve une solution pour essayer de s'enfuir de là, parce que c'est pas une vie en fait, clairement. Et puis ils sont en danger de mort permanent. Je sais jamais, j'ai envie de pas... Il va se calmer ? On est vraiment dans un monde futuriste, donc vraiment c'est tout ce que j'aime. Et en plus de ça, Paige est une personne à qui on s'accroche très très facilement. Clairement, on comprend ce qu'elle fait, on comprend pourquoi elle le fait. Et enfin, à travers le récit, on voit la détermination qu'elle a. Et enfin, ça en fait vraiment un personnage très 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 fort. On a une histoire d'amour dans le roman, mais ce que j'ai aimé, c'est que certes, on la voit venir. Hein, clairement, on la voit venir, mais... du coup, elle est en construction depuis le début du récit, donc on la voit évoluer, etc. Mais on n'a pas l'impression que les choses vont à vitesse grand V et que du jour au lendemain, ils se sautent dans les bras, quoi. C'est un peu ce que je reproche à certains romans, c'est que ça va trop vite. Alors que là, clairement, non, la relation se construit, on le voit clairement. Et clairement, la romance vient pas prendre le pas sur le récit d'aventure, de magie, etc. C'est vraiment au second plan, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que je suis pas fan des romances. Je pense que vous l'aurez compris. Du coup, je le disais, c'est un gros coup de cœur. Et sur ces paroles, je vais arrêter cette séquence-là. Je vous retrouve un peu plus tard, voire même beaucoup plus tard. Pour être honnête, en fait, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. J'étais beaucoup trop fatiguée pour le faire. Oui, j'ai de la compagnie. Hein. Monsieur ne veut pas me quitter. Donc on va faire avec. Je vous ai repris pour vous parler du coup d'une BD que je viens de finir, qui est donc Il faut flinguer Ramirez, donc le tome 1, sachant que le tome 2 est déjà sorti en commerce, et que honnêtement je pense que je vais foncer me l'acheter ce week-end, parce que c'était un vrai coup de cœur. Pour résumer, on part du postulat de départ qui est et si le fameux assassin qui fait trembler toute la mafia mexicaine était en fait un simple opérateur dans un magasin fabriquant des aspirateurs. Voilà. Est-ce que ce serait comique? Est-ce que ce serait possible? Alors la réponse est oui, ce serait comique, parce que clairement le BD m'a fait rire à de nombreuses reprises. C'est totalement déjanté. On est un peu dans une parodie des années 30, 80, c'est mieux, des années 80, avec donc l'ambiance de l'époque, l'ambiance western un peu. Hop. Vous voyez, c'est des couleurs très très chaudes et les graphismes sont juste magnifiques. Et petit plus, dans la BD, on se retrouve aussi avec des parodies de pubs des années 80 qui sont vraiment aussi très drôles. Il faut vraiment faire attention à tous les détails, mais c'est vraiment travaillé jusqu'au moindre détail. Et enfin bref, c'est un gros coup de cœur. L'histoire aussi est franchement pas mal. Le tome 1, du coup, c'est un peu d'introduction. Et se termine avec un énorme cliffhanger qui fait que je n'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Donc, ce qui explique pourquoi je vais aller le chercher demain, je pense. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un gros coup de cœur et que franchement, je peux que le conseiller. Et je suis déçue de ne pas avoir acheté le tome 2 en même temps parce que je voulais enchaîner tout de suite après. Et je voulais aussi en profiter pour vous parler de 2 BD que j'ai achetées et que je vous ai pas encore montré. J'ai juste pas eu le temps ou l'occasion. Donc c'est 2 grosses BD et donc on a d'abord Fukushima. Donc comme le 11 mars c'était l'anniversaire des 10 ans de la catastrophe de Fukushima,
Du coup, Science et Vie a sorti une BD pour sur l'époque et donc la BD retrace un peu le point de vue des gens qui l'ont vécu pour donner une petite idée de ce que ça a pu être. Les graphismes sont très 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 jolis, très très froids évidemment. Hein, ça va pas être un récit très joyeux. Je vois si je peux vous dire autre chose. Non. Donc oui, c'est une BD qui me faisait beaucoup envie, ne serait-ce que pour avoir une trace en fait de ce qui s'est passé. Je trouve ça très intéressant. Je l'avais déjà fait avec la catastrophe de Tchernobyl. Ça vous ne gêne pas. Donc, comme je disais, avec la catastrophe de Tchernobyl, avec la saga Les Chiens de Pripyat, qui est un diptyque aussi en BD, que je trouvais superbe et que je conseille fortement aussi. Et donc, étant un peu, enfin, pas passionnée, on va pas dire ça, et m'intéressant aux histoires vraies et tout, je pouvais pas passer à côté, honnêtement. Et en plus, c'est recommandé par Science et Vie. J'ai oublié de le dire, c'est aux éditions Glénat et c'est de Bertrand Gallic et Roger Vidal. Donc voilà, Fukushima, au moins j'aurai une trace dans ma bibliothèque et ça fait partie des livres que je veux absolument garder. Et donc la dernière BD où on est sur quand même un peu moins de catastrophes, mais pas forcément très heureux non plus, c'est le premier tome de Ella et les Hellboys de Kit Toussaint et Lucia Rousseau. Pardon, aux éditions Dracou. Alors, c'est des éditions que je ne connais absolument pas, je suis en train de me dire. Donc, comme je disais, c'est le premier tome. Je sais... Ah, bon, c'est un diptyque encore. Et donc, on va suivre Ella, comme l'indique le titre, qui va rentrer dans une maison qui a une sale réputation. On va dire qu'elle a la réputation d'être hantée et en gros, c'est t'y rentres, mais t'en sors pas. Mais Ella va être obligée d'y rentrer pour sauver ses parents, je crois. Non, son copain, pardon. J'étais presque. Et donc, il va lui arriver des choses et on va la suivre. Apparemment, il dit qu'elle commence une course qui l'amène au cœur des enfers, carrément. Donc, honnêtement, j'étais pas du tout partie pour l'acheter. Je l'ai juste vu en magasin et j'ai craqué parce que j'ai vu les graphismes. C'est le genre de graphisme que j'aime beaucoup. Et honnêtement, le résumé m'a pas mal tenté. À mon avis, c'est une lecture sympa. Par contre, je viens de remarquer qu'elle est extrêmement fine. Donc j'espère que ça va pas aller à 100 000 à l'heure et qu'on va prendre le temps de nous expliquer les choses. On verra bien. Clairement, les 2 BD que je viens de vous présenter, ce sera les prochaines BD que je vais lire, je pense. En général, j'essaye d'alterner roman, manga. Enfin, manga et ou BD. Mais je pense que je vais pas attendre de finir les romans qui sont en cours parce que j'en ai pour un moment. Je ne sais pas où ça a coupé. Ma caméra m'a encore planté et va couper en plein milieu de ma phrase. J'espère que vous ne ratez pas grand chose. J'étais en train de dire que j'ai plusieurs romans en cours, dont Triangle amoureux ou pas, de Marissa Kanter aux éditions Lumen. C'est une lecture très très sympathique, ma foi, assez facile, assez sympa. J'en suis à la page 142, donc je commence à rentrer dedans en fait. D'autant plus que comme ça parle d'une fille qui tient un bookstagram, je peux facilement m'identifier à elle, donc sur ce coup-là, il n'y a pas de problème. Et en parallèle de ça, je lis aussi l'Alphabet Rouge. Alors je lis 2 livres en parallèle parce qu'il y en a un qui est en poche et qui est tout le temps dans mon sac pour que je lise dans les transports. En fait, j'ose pas prendre des grands formats de peur de les abîmer. Et puis on va se dire c'est quand même plus lourd et moins pratique. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vais essayer de revenir demain avec, en espérant, d'autres nouvelles. Peut-être que j'aurai lu une BD d'ici là, qui sait. Ça va dépendre de mon état de fatigue ce soir. En tout cas, moi je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve donc le soir, comme je vous disais. Je vous avais dit que je mettrais pas longtemps à lire les BD. Hein. J'ai lu celle-là. Alors, j'ai préféré commencer par celle-là que par l'autre, parce que l'autre, je pense que je vais prendre plus mon temps pour la lire, pour admirer. Puis elle est plus grosse. Elle, toute fine, ça se lit vite.
Et vu qu'elle est toute fine, pour moi cette BD a un problème. Pas un énorme problème, hein, c'est juste que ce n'est pas un coup de cœur parce que ça va tellement vite que on a un peu une impression de bâclé. Alors, je ne dis pas ça méchamment, c'est juste que moi j'aime bien comprendre les choses. Et là j'avais plus l'impression qu'on nous balançait les infos pour aller le plus vite possible, pour pouvoir le plus vite possible résoudre le problème. Et c'est ce qui m'a un peu dérangée dans cette BD. Ça, et le personnage principal, qui est donc une vraie peste, clairement. On n'a pas de background de l'héroïne, en fait. Donc, j'ai un peu plus du mal avec le fait que ce soit une peste, parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous comprenez, mais quand on a un personnage qui est une peste, mais on sait pourquoi, un peu, ou que la personne évolue même, en fait. Ça, j'ai aucun problème, mais là, c'est vraiment une peste pour être une peste. Du moins au départ, parce qu'après, de toute façon, sa personnalité est un peu mise de côté, j'ai l'impression. Par contre, il n'y a pas à dire ça, elle est courageuse. Hein. Ça, clairement, elle est courageuse. Pour vous parler un peu plus de l'histoire en détail, pardon, sans pour autant vous spoiler, donc je vous disais que c'est une maison hantée. En fait, c'est une maison dont personne ne ressort, en fait. Sauf qu'un soir, elle du coup, et son petit copain vont se retrouver devant la maison et vont devoir fuir en vitesse parce qu'ils étaient en train de faire une connerie et que les flics seraient appliqués, et son copain n'a pas une meilleure idée que d'aller se réfugier dans la maison. Bon, et là, un minimum de jugeote à ce moment-là parce qu'elle n'y va pas, et finalement son copain va disparaître, ne va plus donner de nouvelles, et donc elle va aller chercher dans la maison et rentrer dans une porte mystérieuse qui donne sur les enfers. Et donc elle va devoir parcourir les enfers en entier pour pouvoir libérer son copain. Donc l'histoire en elle-même est cool, franchement j'aime bien. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est que au début, on nous parle d'une histoire de temps, qu'il y a un temps limite à respecter, et que en fait, je cherche comment vous le dire sans vous spoiler. On va pas en dire plus. En gros, elle a une notion de timing à un moment donné, et on a l'impression que à un moment dans le récit, tout s'emballe très très vite, et du coup, ça passe à la trappe complètement. Donc je sais pas si c'est le fait que en fait il y a tellement de choses qui se passent ultra vite, et donc en fait que c'est juste que à ce moment-là il n'y a pas besoin d'en parler parce que c'est pas un problème, ou c'est juste que c'est complètement passé à la trappe et que l'auteur a oublié. Je pencherai pour la première option. Et ce qui me frustre énormément aussi, c'est que la fin du tome 1, c'est en plein milieu de l'action. En fait, le découpage est vraiment bizarre. Je suis vraiment pas emballée par cette BD, je crois que ça se voit. Je prendrai le tome 2 quand même. Parce que je suis quand même curieuse de savoir comment ça finit. Et c'est pas non plus une grosse... Enfin, c'est pas non plus une catastrophe, hein, mais c'est une petite déception. Je pensais que j'allais beaucoup aimer, en fait, pas trop. Tant pis. Voilà, c'était donc mon avis sur Ella et les Hellboys, donc le tome 1. Et du coup, moi, je vais vous reprendre, je pense, demain. Parce que j'espère que soit j'aurai lu une autre BD, j'aurai pas fini de roman, on va pas se cacher. Mais demain, on est samedi, donc qui dit samedi dit librairie. Et comme je vous ai dit que je voulais vraiment le tome 2 de il faut flinguer Ramirez, c'est ça, il y a moyen qu'on y aille. Oups. Et du coup, moi je vous dis à demain. Hello, du coup on est le lendemain, on est samedi. Désolée si la luminosité fait un peu n'importe quoi. Aujourd'hui c'est n'importe quoi de toute façon, il fait beau, il fait pas beau, enfin... Je contrôle pas encore ça, j'aimerais bien, mais je ne contrôle pas encore le temps. Donc comme je disais hier, on allait faire quelques courses et on a acheté le tome 2 de Il faut flinguer Ramirez. Donc je l'ai pas encore lu, parce qu'on est revenu il y a 2 heures. J'ai failli le lire, mais je me suis quand même dit il valait mieux finir mon roman.
dont je vais vous parler là tout de suite. Mais par contre, du coup, je pense que je vais pas y couper ce soir, je vais avoir trop envie. Donc je pense que ce sera ma lecture du soir. Donc il se pourrait très fortement que vous ayez mon avis dessus demain ou après-demain. Ça dépendra si j'ai le temps de tourner demain. Voilà, donc je suis trop contente. Et du coup, je vais vous parler du dernier roman que j'ai fini il y a littéralement 10 minutes, qui est donc Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter aux éditions Lumen. Alors, donc, si on doit résumer, c'est donc un triangle amoureux puisque on va suivre Hailey qui donc arrive, emménage dans le Connecticut, vivre chez ses grands-parents. Elle va faire la connaissance de Nash, qui elle va le trouver très sympa. Le gros problème, c'est que Hailey sur internet a une double vie et sous le pseudo de Kels tient un bookstagram, un blog. Et cette Kels est devenue très très amie avec un certain Nash Stevens. Et évidemment, on le voit venir, ce Nash Stevens est donc le Nash que Hailey rencontre. Et donc, elle ne va pas savoir si elle va devoir se lier d'amitié avec lui, si elle va pouvoir le faire, si elle doit lui dire ou pas qu'elle est sa meilleure amie sur internet, etc. Et donc, le titre le laisse deviner fortement, elle va tomber amoureuse, etc. Alors, c'est une romance très, très sympathique, j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. J'ai beaucoup aimé le fait que du coup je puisse me reconnaître très très facilement dans le personnage principal, puisqu'elle tient un bookstagram, elle tient un blog, donc ce qui fait que j'ai passé un très bon moment aussi. Je suis pas d'accord avec tous les points de vue du personnage principal, sans en dire plus de peur de spoiler. Mais clairement c'était pas gênant. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé comment est raconté du coup le décès de sa grand-mère. Puisque quand elle arrive dans le Connecticut, c'est pour emménager chez ses grands-parents et sa grand-mère vient de mourir. Donc on va voir comment elle gère ce deuil-là, comment aussi le grand-père va gérer ce deuil-là et comment chacun va avoir un deuil différent et sa manière de le gérer très très différemment. Et donc en gros, je vous conseille ce livre si vous cherchez un livre young adulte assez sympa. Donc voilà pour Triangle amoureux, mon avis. Assez positif. Et du coup, je pense que comme je l'ai dit, je vous retrouve soit demain, soit après-demain. Ça va dépendre de quand j'aurai le temps de filmer. Mais dans tous les cas, ce sera sûrement pour vous parler de Il faut flinguer Ramirez, tome 2. C'est une quasi-certitude. Hello, du coup on est mardi, on se retrouve un peu plus tardivement que prévu. Mais comme je vous ai dit, je vous retrouve surtout pour vous parler de Il faut flinguer n'importe quoi. Il faut flinguer Ramirez, tome 2. Donc comme prévu, c'est toujours aussi bien. On a toujours le même humour caustique, avec un peu plus d'action dans ce tome-ci. Les graphismes sont toujours ultra magnifiques. On a encore une fois les mêmes principes de parodie des pubs des années 80 dedans. Enfin, la recette continue de marcher et je vous avoue que je suis un peu déçue que le tome 3 soit pas encore sorti, mais ça va arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que le tome 3 sort, je le prendrai parce que c'est rare que j'ai autant un coup de cœur sur une BD. Je suis désolée, je cherche mes mots ce soir, c'est une catastrophe. Et pourtant, je suis en vacances, donc j'ai pas d'excuse pour être fatiguée. Et du coup, qui dit vacances dit lecture, puisque du coup, j'ai pu lire Ange et démons de Dan Brown. Alors, relire plutôt, parce que je les avais déjà lus, mais alors il y a très 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 longtemps, il y a au moins 4-5 ans. Qu'on le lise, qu'on le relise, pour moi c'est toujours un plaisir aussi grand. C'est toujours très très intéressant de voir tout ce qui est expliqué sur la religion, sur les sciences, sur du coup les Illuminati dans ce tome-là. Je suis pas 100% certaine que justement 100% des infos soient concrètes. Faudrait que je me renseigne pour le savoir. Mais en tout cas, je pense que même si il y a des choses qui sont inexactes ou on n'est pas trop sûr, ça nous apprend quand même beaucoup de choses et l'intrigue est juste ultra bien menée en fait. Pour vous dire, je l'ai relu, mais j'avais dans ma tête en fait la fin du film et pas du livre.
sachant que elle diffère un peu. Donc, quand j'ai lu le livre, je ne savais absolument pas le dénouement puisque j'avais pas la bonne fin. Et je me suis fait laisser avoir et je me suis prise au jeu en fait tout simplement et j'étais ultra surprise de voir de connaître à nouveau le dénouement. Et pour moi c'est signe qu'un roman marche et ultra top, qu'on puisse le relire et qu'on puisse arriver à être encore surpris parce qu'on est pris dans l'histoire en fait et donc je regrette absolument pas de l'avoir relu. Je pense que je vais d'ailleurs pas enchaîner parce que je l'ai pas. Je vais sûrement l'emprunter à des connaissances. Je vais sûrement emprunter du coup Da Vinci Code puisque c'est le second dans l'ordre chronologique il me semble. Du coup ce sera sûrement une de mes lectures très rapidement. Et donc comme je vous disais, je suis en vacances donc j'ai pu en profiter pour aller enfin à la bibliothèque de ma ville et où je peux vous montrer ce que j'ai pu emprunter. J'en ai pas emprunté grand, parce que j'en ai encore beaucoup à la maison. Mais du coup, j'ai pris Interphile tome 2, puisque comme je vous avais dit, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et honnêtement, je crois que c'est le premier livre que j'ai vu en rentrant dans la bibliothèque. Je me suis dit, c'est un signe, faut forcément que tu le prennes. Et au moins, comme ça, je pourrais connaître la suite de l'histoire. J'ai pris un classique, N.O.M. d'Agatha Christie. Alors, bon, je pense que vous aurez fini par comprendre que j'étais une fan d'enquête policière, etc. Donc Agatha Christie, voilà. Et puis, en ce moment, je sais pas, j'ai envie de tous les relire. Alors, il va me falloir un peu de temps, parce qu'il y en a quand même sacrément pas mal. Je sais que il y a un petit moment, l'année dernière, j'avais relu Le Crime de l'Orient Express. Et du coup, je me suis dit, autant en prendre un et le relire. Surtout que les romans d'Agatha Christie ont un avantage, c'est qu'ils sont courts. Enfin, courts. C'est relatif, mais c'est quand même écrit tout petit. Mais ça se lit assez rapidement, surtout qu'en général, on est bien happé dans l'histoire, donc on le lâche pas facilement. Donc c'est pour ça que j'aime bien les romans d'Agatha Christie. Ils sont faciles à descendre et puis à lire. Et donc toujours dans un thriller, parce que bon, en ce moment c'est un peu ma tasse de thé. Il était 2 fois de Franck Tillier, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais lu Glacé de lui. Pas du tout, c'est pas lui Glacé. C'est pas lui. J'ai un doute. Effectivement, je vous dis n'importe quoi. Glacé, ce n'est pas de lui, c'est de Minier. Bernard Minier. Non, j'avais lu le Vertige de Franck Tillier que j'avais adoré aussi. Donc un huis clos qui vous prend bien aux tripes. Et donc j'ai pris Il était 2 fois. Je vous avoue, j'ai même pas lu le résumé. J'ai vu Franck Tillier, j'ai foncé. Je me suis pas posé de questions. Mais en gros, on parle d'une adolescente de 17 ans qui disparaît sans aucune trace, mis à part son vélo qu'on retrouve posé comme un arbre. Son père est le lieutenant de gendarmerie, forcément, et donc il va tout faire pour la retrouver. Il va alors pénétrer dans un hôtel où il va pénétrer dans une chambre mystérieuse où il va s'endormir et être réveillé au matin par des oiseaux morts qui pleuvent, littéralement. Donc ça annonce un ton très... Bon, je me suis fait encore couper la chic par ma caméra, comme d'habitude. J'étais en train de vous présenter du coup un manga que j'ai pris à la bibliothèque qui est donc Mysteries, le tome 1, où on parle justement d'un journaliste qui va mener l'enquête sur des mystérieux autocollants de sumo qui se retrouvent aux 4 coins de la ville. Et pour faire expertiser ces autocollants, il va faire appel au bureau expertise en tout genre Q. Et donc l'histoire raconte la connaissance de ce journaliste et donc de l'experte Riko Rinda. Ça avait l'air sympa. Pour les graphismes, c'est un manga très très vieux, donc enfin très très vieux, faut peut-être pas exagérer, assez vieux, mais ça ne me décourage pas pour autant. Et en fait, on est encore dans un thème du policier. C'est encore une fois ce qui revient le plus souvent dans mes choix de livres en ce moment. Clairement, j'ai envie de policier. Je sais pas pourquoi, il y a des périodes où j'ai envie de lire que ça.
Ce qui est une mauvaise nouvelle pour le reste de ma pâle young adult, puisque c'est pas des policiers. Donc ils vont attendre un peu. Mais au moins, j'écoute mes envies et je lis ce que j'ai envie de lire. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais vous reprendre. Enfin, de toute façon, je vous reprendrai dès que j'aurai un truc à vous dire, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Hello, du coup, on est lundi suivant. Voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Je voulais vous reprendre hier, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, je voulais vous parler donc, de ma dernière lecture. Donc, il était 2 fois, de Franck Thillier aux éditions Fleuve Noir. Il y a pas mal de choses à dire. Je vous l'avais présenté du coup dans mon retour de bibliothèque. Donc on est sur une affaire de disparition dans laquelle le père est gendarme et va tout faire pour retrouver sa fille. Et donc son enquête va le mener dans une chambre d'hôtel où il va s'assoupir en fait, parce que voilà. Il va y passer à la nuit et quand il va se réveiller, ça va être au milieu de la nuit parce qu'il entend un grand bruit. Et quand il sort, il s'aperçoit qu'il y a une nuée de corbeaux morts qui tombent du ciel. Voilà, rien que ça. Et il va se recoucher et quand il se réveille, il se rend compte que il y a 12 ans qui ont passé. En fait, c'est toujours lui, avec de la barbe et un peu plus d'années. Et au final, il va se rendre compte que il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Sa fille est toujours disparue. Et apparemment, personne ne le porte dans son cœur. Donc il va essayer de comprendre ce qui s'est passé et il va continuer l'enquête pour essayer toujours de retrouver sa fille. Alors, je sais pas dire si j'ai aimé ou pas ce roman. Je m'explique. En gros, la première partie est vraiment trop bien. On est d'emblée dedans. L'enquête est vraiment très très prenante. Il n'y a aucun moyen d'anticiper les rebondissements. Et en fait, c'est ce qui m'a un tout petit peu dérangée, c'est que par moments, on a l'impression que c'est un peu décousu, que ça part vraiment trop loin. Et on est un peu perdu. Mais encore, si c'était que ça irait. Parce que je me dis que c'est juste moi qui suis trop lente pour le bouquin. Mais le problème, c'est que la fin, sans spoiler ni rien, est vraiment très 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 crue et très difficile à supporter. C'est-à-dire que ce roman m'a littéralement donné très mal au ventre en fait. On est vraiment sur des crimes horribles, dégueulasses, on va se le dire, avec des gens vraiment très dérangés et qui ont une vision de la mort très particulière. Et honnêtement, si vous aimez les romans policiers, ça peut être votre genre, mais il faut vraiment que vous soyez pas dérangé par tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est tordu en fait. Il y a vraiment un gros warning à mettre et je pense qu'ils auraient dû prévenir sur les 4e de couverture en disant attention, peut choquer. Dans un sens, j'ai bien aimé parce que l'enquête en elle-même est bien, mais dans un autre, j'ai pris aucun plaisir à lire la 2e partie parce que ça me rendait malade. Littéralement. D'ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est que dedans, on a une allusion à Bernard Ménez, en fait. On sent que les deux se connaissent et que Franck Thillier aime bien les œuvres de Bernard Ménez puisqu'il les cite. Bon, sous forme de référence, hein, mais ça m'a beaucoup fait sourire. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, toujours sans spoiler, le roman intègre dans son dénouement une œuvre du même auteur en fait. Il fait référence à une autre œuvre que on peut lire en complément du coup de ce roman-là. Je sais pas du tout si c'est clair, mais je vais pas vous en dire plus parce que je pense que je spoilerai un peu. Mais du coup, j'avais envie de relire de lire même tous les Thillier parce que vu que j'avais bien aimé Vertige. Mais du coup là, je sais plus. J'espère qu'ils sont pas tous aussi crus. Je pense que je vais m'accorder une pause avant de lire les prochains de Thillier. Enfin les prochains. Lire ceux qui sont déjà sortis de Thillier, mais je pense que j'y retournerai forcément, mais
Ouais, celui-là m'a bien choquée. Ça arrive, je dois avoir l'esprit sensible. Voilà pour l'été 2 fois. Je crois que c'est tout. J'ai pas fini d'autres romans entre temps, ni BD. Si j'ai juste lu le tome 3 de Spy Family, qui est toujours aussi bien, toujours aussi drôle. Je vous en ai fait un post sur Instagram d'ailleurs. Bon, je fais pas un avis de lecture dessus parce que bon, c'est le tome 3 donc je peux pas trop vous en dire sans spoiler. Je suis désolée si je regarde par là-bas, mais il y a la fenêtre qui attire mon regard depuis tout à l'heure. Voilà, je pense que je reviendrai vous parler bientôt, ce soir ou demain, d'une BD que je suis en train de lire du coup qui est Nils, le tome 1, donc une BD entre écologie et spiritualité, c'est dur à dire, que ma foi toute mienne, enfin de toute façon je vous dirai une fois que c'est fini. À tout à l'heure. Je vous retrouve quelques jours après, donc comme je vous l'avais promis, pour vous parler de la BD que je viens de finir qui est donc Nils, de Amon et Carrion aux éditions Métamorphose. Du coup, honnêtement, c'est une belle BD. Alors, je vais vous montrer des images, mais c'est juste magnifique. On a des couleurs très froides et très chaudes. On a les opposés. Je vais essayer de montrer les couleurs chaudes, mais là. Hop, vous voyez. Donc on est dans quelque chose de très poétique. Donc comme je vous le disais, on a un mélange entre la mythologie nordique, du coup l'écologie. Les dessins rappellent beaucoup les œuvres de Miyazaki et enfin, j'invente pas, hein, c'est ce qui est écrit littéralement au dos de la BD. Mais franchement, elle est juste magnifique et moi je vous dis foncez, c'est juste un régal à lire. Je vous avais déjà fait le résumé, donc pas besoin que je vous le répète. Je sais pas combien de tomes il y en a, mais une chose est sûre, j'ai très envie de lire les autres tomes. Surtout que là, donc le tome 1, c'était en gros une introduction, une amorce, donc j'ai hâte de voir la suite de l'histoire, vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'un autre manga, parce qu'on reste dans le thème de la BD, du graphique. Donc c'est Mysteries, donc le tome 1, aux éditions Big Cana. Donc il me semble que je vous en ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo, c'est en gros dans la ville de Tokyo, il me semble. C'est pas précisé, mais il me semble que c'est l'île de Tokyo. On retrouve plein d'autocollants de sumo très bizarres collés aux quatre coins de la ville et on comprend pas pourquoi. Et donc un journaliste, donc le personnage principal, va être chargé d'écrire une enquête en fait sur ça, essayer d'en savoir un peu plus. Et donc il va s'adresser à des experts pour en apprendre un peu plus, parce que lui n'y connaît pas grand chose. Et il n'y en a qu'un seul qui va être disponible, donc un expert en tout genre, qui va être une femme d'ailleurs, qui va être Rikorinda, voilà. Et donc ils vont s'attacher, voilà, et au fur et à mesure de leur enquête, ils vont se mettre à traîner de plus en plus ensemble, ce qui va les amener à vivre des aventures auxquelles ils ne s'attendaient pas, tout simplement. Ils vont découvrir des crimes, etc. J'en dis pas plus, j'en ai déjà beaucoup dit, je pense. Mais le manga est vraiment très sympa. Même si, enfin, il se lit très rapidement. Les dessins sont très simplistes. Enfin, c'est très clair, quoi. Et ça part pas dans tous les sens. Donc, je pense que je prendrai la suite. Je ne sais plus combien il y en a. Et je sais même pas si elle est terminée. Mais pour ceux qui aiment les mangas et qui aiment les policiers, franchement, je la conseille. Je le tire à l'envers depuis tout à l'heure. Et enfin, je vais vous parler d'un roman qui est donc un service presse que j'ai eu sur le site tout simplement, qui est donc Chrysalide tome 1 de Georges Lerouge, il me semble que c'est ça le nom. Donc pour Chrysalide, on est donc sur une histoire fantaisique, ça n'existe pas ce mot, fantasy, où en fait on va suivre les aventures de 4 orphelins, donc 4 petits bébés qui sont découverts un jour par une grand-mère.
Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'ils ont été abandonnés, si leurs parents sont morts ou pas. On sait juste qu'ils ont été recueillis par cette grand-mère qui, elle, a un fils qui est un peu simplet et qui du jour au lendemain va sombrer dans la folie et va devenir un sorcier ultra méchant. Mais vraiment l'anti-hérotype. Et un jour, forcément la grand-mère va décéder, ils vont se retrouver seuls avec leur père qui leur en fait voir de toutes les couleurs. Et donc un jour, ils vont en avoir marre, ils vont s'enfuir. Sauf que ces quêtes orphelins ne sont pas ordinaires, puisqu'il leur arrive des choses très très étranges. Ils se mettent à développer, on va dire, des pouvoirs. Des pouvoirs. Je peux en dire plus. On va du coup les suivre dans tout leur périple pour qu'ils apprennent un peu ce qui leur est arrivé et qu'ils disons, trouvent leur destin. Voilà. Donc on va les voir grandir au fur et à mesure du roman, et ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que au départ, c'est des gamins, et on le sent dans leur dialogue, on le sent dans leurs actes aussi, et dans leurs pensées, et au fur et à mesure du roman, on les voit vraiment grandir, on a vraiment cette impression d'évolution, ce que j'ai trouvé vraiment très flagrant, et quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, on a plein de références à plein d'autres œuvres dans le roman, enfin, je pense qu'il s'en est. On trouve des petites choses en commun avec d'autres œuvres de fantastique. Et en plus, du coup, ces orphelins m'ont fait beaucoup penser aux orphelins Baudelaire, dans le sens où il leur arrive que des malheurs, forcément. Et ils se démerdent toujours pour s'en sortir, en fait, tout simplement. Et en plus, le tome 1 se finit sur une fin. Laissez-moi vous dire que c'est pas possible de finir sur une fin comme ça. Il va falloir le tome 2, hein, clairement. Je suis désolée si j'ai pas beaucoup d'énergie, c'est vraiment très dur aujourd'hui. c'est compliqué. Et donc, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est pour ça que je cherche tout autour de moi parce que je sais pas où je l'ai mis, c'est un déballage. Donc c'est la Once Upon a Book, oui c'est ça, que j'ai reçu ce matin. Donc on va le découvrir ensemble. J'ai mis un couteau quelque part. Je reviens. Voilà, c'est mieux avec. Hop. Voilà la bête. Alors donc, encore une fois, on a le petit logo challenge là. Alors sachant que pour le livre et la BD que j'ai reçu le mois dernier, donc j'ai lu la BD parce que je voulais présenter même, la BD, le manga pardon, et par contre le roman je l'ai toujours pas lu. Alors donc encore une fois on a un marque-page comme ça à coloris, oui c'est ça. C'est très original je trouve. Enfin, c'est aussi des petites licornes, je sais pas si vous verrez bien, oui, vous voyez. C'est des fleurs et des licornes. On a encore une fois du thé. Ah, cette fois, c'est plus le même, c'est plus le rooibos, c'est du thé au maté. Ce n'est pas mon truc. Mais c'est pas grave, ça ira après dans les envois que je fais pour les concours. On a une amande enrobée de chocolat. Et donc, ce qui m'intéresse le plus quand même, on a, donc en manga, on a le conte des parias, donc le tome 1. Bon, ça se passe à Londres, on a 2 êtres solitaires qui vont du coup, je pense, rencontrer. Donc on suit le diable et une petite orpheline. Donc ils s'opposent totalement, mais au final, ils vont lier leur destin et partir à l'aventure. On en parle de cette couverture qui est juste à tomber par terre. Enfin, honnêtement, je pense que je l'aurais croisée en librairie, j'aurais craqué. Elle est juste magnifique. Puis même derrière, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est aux éditions Doki Doki, que je ne connais absolument pas. Ce serait une découverte. Et donc, pour le livre, on a La Fureur de Frédégonde, des Froins Royaume. Encore une fois, je ne connais absolument pas, j'en ai pas du tout entendu parler.
Je vais pas m'amuser à le résumer maintenant parce que même en lisant le résumé, ça a l'air très compliqué. Ça a l'air d'être des histoires de tensions entre royaumes, de guerre. Je pense qu'ils l'ont très bien résumé en mettant entre Game of Thrones et Vikings derrière. Je vous en reparlerai de toute façon quand je le lirai et je pense que je vous ferai un bon résumé à ce moment-là pour éviter de vous dire des bêtises maintenant. Et donc c'est encore des éditions que je connais pas puisque c'est les éditions du Masque. Et par contre, encore une fois, c'est quoi cette couverture ? C'est le thème, c'est couverture magnifique ce mois-ci ou ça se passe comment ? Je suis fan. Donc je suis très très contente ce mois-ci. À voir si du coup ils seront aussi bien que les couvertures le prévoient. Je pense que je vais vous laisser là, je n'ai plus rien à dire et je pense que le vlog va durer assez longtemps déjà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!